Pas si évident, hein, j'ai remarqué, là, parmi celles et ceux qui m'ont rendu qu'il y avait des petites vignettes qui étaient pas forcément dans le bon ordre. D'autres ont trouvé effectivement l'issue. C'est un petit peu piégeant, c'est pour ça que je récapitule avec vous, en gros, ce qui se passe pour ce malheureux Nicolas Perruche. Une histoire difficile, hein, effectivement, vous l'avez bien compris, je pense. Difficile pour lui, surtout pour sa famille, d'ailleurs. On a donc le 14 janvier un certain Nicolas Perruche qui naît avec des troubles neurologiques graves, hein, surdité bilatérale, rétinopathie, œil droit ne voyant pas, glaucome, cardiopathie, due sans contestation aucune à la rubéole qu'avait contracté sa mère. Cette dernière aurait choisi une IVG si elle avait su qu'elle avait la rubéole. Nicolas, du coup, ne serait alors pas né. En l'occurrence, ce qui est reproché, vous l'avez compris un petit peu, aux médecins et au laboratoire, c'est de ne pas avoir détecté suffisamment tôt, pendant la grossesse de la maman de Nicolas Perruche, que sa maladie, la maladie qu'elle avait, c'est-à-dire une rubéole, pouvait avoir un impact en fait sur son petit. C'est-à-dire en gros, pouvait, je dirais, avoir donc des répercussions et des handicaps pour lui. Handicap assez grave, vous l'avez compris, ou peut-être pas, mais en gros, il va naître tétraplégique, hein, c'est-à-dire paralysé, avec en plus un œil droit avec lequel il ne voit pas et un glaucome, c'est-à-dire en gros en plus une maladie de l'œil, hein, celui qui lui reste, une cardiopathie, c'est-à-dire des problèmes cardiaques. Bref, notre cher Nicolas Perruche, malheureusement, va avoir une naissance et puis un avenir assez difficile, nécessitant des frais quand même assez lourds, hein, pour occasionner, pour réparer le préjudice qu'il vit en fait dans son quotidien. C'est pourquoi la famille en fait attaque au TGI, dans un premier temps à Évry. On est en 1992, forcément le TGI c'est toujours une audience de première instance. Et le médecin, le laboratoire sont jugés responsables in solidum, ça veut dire en gros que tous les deux sont responsables en fait, hein. Ils vont devoir payer des dommages-intérêts ensemble, avec leur assureur bien sûr, à Nicolas Perruche et à ses parents. C'est une réparation vraiment colossale, hein, c'est-à-dire que ça se chiffre en plusieurs millions d'euros, parce que non seulement on doit réparation à la famille elle-même, parce que c'est elle qui va devoir s'occuper de cet enfant et devoir ensuite, bien sûr, l'entretenir pour voir à ses soins qui sont assez lourds, bien sûr, hein. Mais il y a également une indemnisation pour Nicolas Perruche lui-même, en fait, parce qu'il subit un préjudice du fait de sa naissance, naissance qu'il n'aurait peut-être pas eue, effectivement, si sa maman avait su, en fait, tout ce qu'il allait encourir pour la suite. Les médecins, laboratoires et autres font appel, hein, de la décision au tribunal, donc à la Cour d'appel de Paris. Infirmation partielle refusant d'admettre la réparation pour Nicolas. Alors pas pour sa famille, qui elle va devoir bénéficier d'une certaine rente pour pouvoir assumer les soins de l'enfant, mais Nicolas lui-même, a priori, n'est pas un demandeur direct, et on ne voit pas à l'époque pourquoi, effectivement, au niveau de la Cour d'appel, lui pourrait bénéficier d'une indemnisation alors qu'il n'a pas réclamé ni sa naissance ni son handicap, entre guillemets, hein. Cour de cassation juste derrière, vous avez compris que ça va dans l'ordre. Effectivement, 1996, cette fois-ci, ce qui est quand même pas rien, puisqu'on est déjà en fait 3 ans plus tard, et même 4 ans plus tard, sa naissance. Cassation de l'arrêt d'appel, la faute des médecins est reconnue. Alors dites-vous que tout ça, en plus, a un impact très fort par rapport en fait à son indemnisation. C'est-à-dire que dès la première audience, a priori, on a demandé bien sûr l'exécution partielle du jugement, et il a déjà pu bénéficier d'une grosse somme d'argent par rapport aux frais occasionnés lors de sa naissance pour lui et pour sa famille. Là, en fait, avec ce va-et-vient d'appel et de cassation qui donne tantôt raison, tantôt tort aux médecins, c'est pareil, on ne sait pas si en fait l'argent doit être restitué ou s'il doit en conserver une partie. C'est pourquoi en fait on se retrouve à nouveau devant la cour d'appel en 99, donc de nouveau 3 ans plus tard, à Orléans, qui statue comme cour de renvoi et déclare le préjudice de Nicolas, hein, déclare qu'il n'est pas dû aux fautes du laboratoire ni du médecin, mais a été causé par une infection rubéolique. En gros, la cour d'appel déclare qu'il y a une forme d'indépendance entre les deux affaires, entre la rubéole et le handicap. C'est pourquoi la famille se porte à nouveau au tribunal, et cette fois-ci, vous l'avez compris, en assemblée plénière. Comme je vous le disais, on retourne en cour de cassation une deuxième fois, cassation de l'arrêt d'appel, cette fois-ci qui donne ainsi raison aux époux Perruche,
en déclarant que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse, et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant du handicap et causé par les fautes retenues. C'est ce qu'on appelle le premier arrêt sur le préjudice d'être né. C'est particulier, ça veut dire qu'en gros, la naissance est un préjudice pour l'enfant, dans la mesure où elle est un préjudice du fait qu'il n'aurait bien évidemment jamais voulu naître avec un handicap et qu'il ne serait probablement pas né s'il avait su auparavant, bien sûr, alors il n'aurait pas su puisqu'il n'était pas vivant, mais si en tout cas la famille avait su que le risque était aussi gros quant au fait de mettre au monde un enfant. Alors c'est à la fois important et en même temps c'est terrible. Ça veut dire qu'effectivement, dès lors que l'on sait qu'un enfant risque d'être handicapé, on peut interrompre une grossesse. Et voyez du coup toutes les dérives que ça pouvait occasionner. C'est pourquoi en fait Bernard Kouchner, qui à l'époque était ministre de la Santé en 2002, va voter donc tout simplement une loi assez importante où il va déclarer, donc mesdames, messieurs, ça c'est sa déclaration à lui, pour la première fois sans doute l'union s'est faite contre une décision de justice. Droite et gauche, croyants et non-croyants, valides et handicapés, tous ont dénoncé, dans les termes les plus vifs, l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000. Parce que eugénisme, discrimination, handiphobie sont les mots utilisés, donc, par les plus mesurés des commentateurs, qu'ils soient journalistes ou juristes. Eugénisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où il y a un risque qu'un enfant naisse avec un handicap, on interrompra la grossesse. Ça veut dire qu'en gros, on va tenter de choisir un enfant, entre guillemets, parfait. Ce qui est terrible, parce qu'en fait, c'est l'exclusion totale de l'enfant dès lors qu'il est atteint du moindre handicap. Vous imaginez les dérives, en fait, que ça peut occasionner. On pourrait, limite, entre guillemets, choisir son enfant petit à petit, en fonction, en fait, des indices qui démontreraient, en fait, que cet enfant, entre guillemets, se porte bien, ce qui est quand même une dérive assez redoutable. Ce projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs du respect et de l'égalité qui fondent notre civilisation. Il exprime un ajout à l'article 16 du Code civil, notre attachement au respect dû aux personnes handicapées. Un enfant atteint d'un handicap congénital ou d'ordre génétique peut-il se plaindre d'être né infirme au lieu de n'être pas né? Telle est la question qu'il vous est demandé de trancher par la loi. C'était l'extrait du discours de Bernard Kouchner qui donne lieu donc à une loi. C'est la fin du préjudice d'être né. La loi du coup de Bernard Kouchner dispose que même pour les affaires en cours, du coup, la loi aura un effet rétroactif. Ça veut dire en gros que on est là en 2002, que Nicolas Perruche a été atteint d'un handicap dès sa naissance en 1983, et que donc pratiquement 20 ans plus tard, on réclamerait que du coup, il reverse, parce que c'est ça les conséquences, toutes les indemnités qu'il aurait perçues, en fait, par rapport à ce préjudice d'être né. Ce qui est absolument terrible, bien sûr. Ce qui était très critiqué dans la loi, c'était pas sa teneur, qui est tout à fait juste, parce qu'effectivement, choisir un enfant ou choisir de mettre un terme à la grossesse d'une femme sous prétexte que son enfant risque d'être handicapé, vous imaginez les dérives terribles, comme il le dit, eugénisme et autres. En revanche, le fait de rendre cette loi rétroactive est absolument terrible, effectivement. Un peu comme dans le film Bienvenue à Gattaca, absolument, où effectivement, c'est très juste, on va un petit peu avoir une forme de clonage et choisir les êtres qui pourront effectivement rester en vie dans la galaxie, en fait, dans laquelle le film se situe. C'est un peu l'idée, effectivement, de faire des choix sur l'être humain, en quelque sorte. En revanche, l'effet rétroactif était tout à fait condamnable, et c'est pour ça que je vous ai parlé, effectivement, entre autres de la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne la France à l'unanimité des 17 juges sur l'effet rétroactif de la loi dite anti-Perruche. C'est bien, effectivement, d'avoir une loi anti-Perruche, parce que, effectivement, c'est pas Perruche qui est visé, c'est pas Nicolas Perruche qui n'y est pour rien. C'est effectivement l'arrêt lui-même qui disposait qu'en fait, il y avait cette possibilité de faire des choix, entre guillemets, sur la naissance et d'accorder un préjudice d'être né. Ça, c'était absolument condamnable. En revanche, l'effet rétroactif porte préjudice à toutes les personnes qui ont bénéficié de l'arrêt Perruche, en l'occurrence, et dont Perruche lui-même, et les condamnerait à rembourser des sommes absolument colossales alors qu'elles ont peut-être déjà été utilisées. L'effet rétroactif n'était pas bon. Donc la Cour européenne condamne, et surtout, cette vignette du Conseil constitutionnel, il fallait donc la mettre à la fin. C'est en 2010 que le Conseil constitutionnel statue sur une QPC dont on a parlé tout à l'heure,
C'est donc Nicolas Perruche, en quelque sorte, et sa famille, qui viennent porter l'affaire devant le Conseil constitutionnel et demandent la condamnation de l'effet rétroactif de la nouvelle loi pour pouvoir continuer à bénéficier de ce dont il a bénéficié en termes de dommages-intérêts. Les procédures du coup entamées pour l'indemnisation du préjudice d'être né avant l'entrée en vigueur de la loi sont donc recevables. Il gardera donc son indemnisation. La loi, du coup, en fait, est déclarée inconstitutionnelle dans son effet rétroactif, hein, alors qu'elle est déjà entrée en vigueur. C'est donc le propre de l'illustration d'une QPC. Vous voyez que le citoyen a pu bénéficier de cette QPC et donc conserver son indemnisation. En revanche, bien sûr, pour les enfants nés après la loi de 2002, seuls les parents peuvent être indemnisés en cas d'erreur caractérisée du médecin, n'ayant pas décelé un handicap de leur enfant lors de la grossesse, qui n'empêche pas l'enfant de naître. L'enfant lui-même, en revanche, ne pourra pas être indemnisé, ou alors seulement au titre de la solidarité nationale. C'est ce qui se passe par exemple avec le Téléthon. C'est ça la solidarité nationale, c'est des personnes qui donnent et qui vont aider des personnes justement atteintes d'un handicap à pouvoir vivre leurs conditions de façon plus sereine, on va dire, plus confortable, avec du matériel adapté, par exemple, entre autres choses. Vous voyez effectivement, du coup, l'utilité de cette fameuse QPC, à savoir que même sur une loi entrée en vigueur, des personnes peuvent continuer à saisir ce fameux Conseil constitutionnel pour obtenir réparation. Voilà ce que nous pouvions dire sur le Conseil constitutionnel, et qui clôt du coup cette partie, ce grand 3. Un grand 4 très rapide, qu'on va intituler la révision de la Constitution. Un grand 4 donc, la révision de la Constitution. La Constitution française peut être révisée. Et pour ce faire, en France, on dispose de 2 procédures. Deux procédures pour réviser la Constitution. Une procédure dite classique, et une procédure un petit peu plus originale, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, on trouve les procédures de la révision constitutionnelle à l'article 89 de la Constitution. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple. La procédure classique consiste tout simplement à soumettre un projet de révision constitutionnelle au Parlement. Elle consiste tout d'abord à soumettre un projet de révision de la Constitution aux parlementaires après l'initiative donc classique soit du gouvernement, soit des parlementaires eux-mêmes. Les parlementaires peuvent demander la révision constitutionnelle, sur un article par exemple. Le président de la République ou encore le ministre peuvent également demander donc à revoir la Constitution. C'est exactement pareil que la loi en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'initiative qui émanerait de l'exécutif, auquel cas c'est un projet de révision, ou alors une initiative qui émanerait d'un parlementaire, auquel cas il s'agirait d'une proposition de révision. Et alors c'est là ensuite que c'est un petit peu particulier, on a 2 options possibles. Soit en fait le texte de révision est soumis en fait aux parlementaires eux-mêmes pour être voté, mais comme on a affaire à un texte important, on retrouve, vous savez, cette fameuse majorité particulière dans le vote qui est une majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Majorité de 3/5 des parlementaires pour adopter la révision constitutionnelle. Forte majorité parce qu'on touche à un texte particulièrement important, la Constitution elle-même. Alors pour l'occasion, quand on réunit les parlementaires, on les réunit en fait au Palais de Versailles, carrément, c'est-à-dire qu'on réunit, c'est une occasion assez unique, les députés et les sénateurs au même endroit. Le Palais de Versailles, pas rien comme lieu quand même,
dans ce qu'on appelle en fait une formation qui s'appelle le Congrès. Hein, la réunion des députés et des sénateurs à Versailles forme ce qu'on appelle le Congrès, à savoir donc quand même un grand nombre de personnes réunies pour l'occasion, parce que ça représente quand même pas loin de 900 personnes, 577 députés, 348 sénateurs, vous imaginez, réunis en Congrès pour voter donc ce fameux texte de révision de la Constitution. Ça, c'est la procédure classique. Une fois qu'il est donc voté, à 3/5, le président promulgue et ça rentre en vigueur. La procédure un petit peu plus marginale, entre guillemets, beaucoup moins utilisée, c'est qu'en fait, une fois qu'on a initié ce projet de loi constitutionnelle, attendez, je vous demandais juste un petit instant, parce que je vois qu'il y a des questions, juste. Désolé. Hop. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur le chat. Ils sont donc obligés d'y assister. Alors, a priori, normalement, effectivement, comme c'est une formation solennelle, en principe, effectivement, ils y assistent. C'est tout à fait juste. Après, au pire, ils peuvent aussi se faire représenter. Hein. C'est une possibilité qu'ils ont, bien sûr. Soit assister, soit se faire représenter. Ils votent à 3/5, c'est la procédure classique. Je vous disais, une procédure un petit peu plus marginale, c'est de soumettre, après que le texte ait été initié par le président de la République ou par les parlementaires, peu importe, soit un projet de révision, une proposition de révision, il est tout à fait possible, du coup, de soumettre le texte au référendum, c'est-à-dire de le faire adopter par le peuple lui-même. Alors, c'est un peu plus lourd comme démarche, et souvent, c'est aussi une manière de tester, en fait, la popularité d'un président. Alors, juste un instant à nouveau, excusez-moi d'interrompre, hein, mais je vous dis. Voilà, désolé pour ces petites interruptions, mais effectivement, j'ai des problèmes de connexion qui, je pense, sont réglés, puisque il y a un petit problème de coupure d'électricité. Je pense que ça n'a pas dû être impacté. Alors, je vous disais donc que ce deuxième process, donc, qui consiste à soumettre la révision au peuple par référendum, relativement rare, parce que vous vous doutez bien que c'est aussi un petit test pour la personne qui le dépose. Si c'est le président de la République qui soumet le texte au référendum, et que le texte est rejeté, vous avez compris que forcément son impopularité forcément est importante. C'est pour ça qu'en fait, cette procédure qui avait été initiée par le général de Gaulle de soumettre au référendum, lui, il le faisait relativement souvent, entre guillemets, parce qu'il se savait très populaire par le peuple après la libération de la France. La plupart des grands textes en fait qu'il a voulu faire passer, il les soumettait en fait au peuple lui-même, justement pour montrer à quel point il avait le soutien du peuple. Et on a constaté d'ailleurs que la dernière réforme qu'il a voulu faire passer, je vous en avais parlé, c'était la réforme du Sénat à l'époque. Il voulait supprimer le Sénat, il trouvait que 2 chambres c'était trop. Bien, cette réforme avait été rejetée en fait par le peuple, et à partir du jour où en fait ce peuple a dit non, pour une fois en fait au général de Gaulle qui soumettait cette révision par référendum, eh bien le général de Gaulle est parti tout simplement. Il a joué en fait cette carte pour tester sa popularité. Il est devenu entre guillemets impopulaire aux yeux du peuple qui n'était pas en fait partisan de supprimer le Sénat. Il en a pris acte en quelque sorte et est parti. Mais vous voyez que l'utilisation du référendum pour réviser la Constitution façon de Gaulle, c'est une utilisation un petit peu particulière. J'ai envie de dire que quasiment plus aucun président n'a testé après, à part Jacques Chirac.
qui a fait une révision effectivement exactement comme celle-ci, à savoir la soumettre en fait au peuple. Mais c'était sur un point qui était judicieux. Il a soumis en fait au peuple l'élection du président de la République non plus pour 7 ans, mais pour 5 ans. À savoir donc réduire le mandat présidentiel pour du coup effectivement renouveler le plus souvent possible cette institution. Vous avez compris bien sûr du coup qu'en faisant ça, il allait même au contraire recueillir plus de suffrages et plus de popularité du peuple, puisqu'en fait il remettait son propre statut en question, ce qui était particulièrement habile stratégiquement. En revanche, la plupart des autres révisions constitutionnelles se sont faites avec la procédure classique du vote des parlementaires, pour une raison simple, c'est qu'en fait, on s'assoit sur une majorité, en réalité, dont on sait qu'elle est pratiquement de la même couleur politique que celle du gouvernement. Comprenez donc qu'il y a beaucoup moins de risques dans l'histoire. Voilà. La révision constitutionnelle la plus institutions sur le fonctionnement même de certaines institutions. Par exemple, le Conseil constitutionnel, avec la création de la fameuse QPC dont on a parlé, réforme constitutionnelle de 2008, donc, qui entre en vigueur en 2010, et qui a donc trouvé l'une de ses illustrations avec l'affaire Perruche. La réforme constitutionnelle de 2008, je dirais, c'était une forme de modernisation de la Constitution. C'était par exemple, comme on l'a vu l'autre fois, la responsabilité du président de la République devant la haute cour. Elle existait déjà, cette responsabilité du président, mais on parlait de haute trahison, alors qu'aujourd'hui on parle de manquement grave et manifeste à ses obligations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, un peu plus nuancé, et qui remet encore un petit peu plus en cause son statut. Par exemple, c'est pour ça que je vous disais que cette réforme constitutionnelle de 2008 peut être l'une des plus importantes. Elle concerne des points de détail, mais quand même symboliquement assez forts, pour éviter justement que nos institutions n'abusent un peu trop du pouvoir, entre guillemets. Voilà. Alors, des révisions constitutionnelles, il y en a eu quelques-unes, il faut bien le dire. Je vous ai parlé de celle de Jacques Chirac, d'ailleurs sous forme de référendum, justement pour le quinquennat. Celle de 2008, sous forme plus traditionnelle de révision devant le Congrès, en fait, pour la réforme des institutions. Il y en aura peut-être d'autres, concrètement. La plupart du temps, ces réformes concernent aussi souvent l'Europe, où elles sont souvent plus à caractère démocratique ou diplomatique. L'Union européenne, par exemple, quand on a adopté les fameux traités fondateurs, on a révisé la Constitution justement pour accueillir ces nouvelles règles européennes que nous verrons une prochaine fois, par exemple. Et souvent, comme je vous le disais, on passe par un processus plus populaire, plus classique, c'est-à-dire devant les parlementaires, devant lesquels on a une majorité souvent un peu plus forte qui vous accompagne. Voilà l'idée concernant cette révision de la Constitution, pour vous dire qu'elle existe. Ceci clôture du coup cette fameuse première partie qu'on a intitulée le droit constitutionnel. En réalité, pour faire une petite conclusion très rapide, on peut dire du coup que notre constitution de la Ve République est une constitution solide et résistante au fil des années. Elle est remarquée par sa longévité. 1958, on est aujourd'hui en 2021. L'air de rien, on a affaire à une constitution qui dure depuis plus de 60 ans. Ce qui prouve aussi, du coup, qu'elle a traversé un certain nombre de crises. D'abord, la guerre d'Algérie, quand même. Elle a permis, avec son article 16, de régler certains problèmes, malgré tout. Elle a su résister à certaines crises politiques. Par exemple, la cohabitation. La cohabitation entre un président de la République et un Premier ministre qui n'est pas de sa même couleur politique. Et surtout, elle s'y est calée en faisant en sorte de synchroniser le calendrier du président de la République avec l'élection législative. Donc en gros, on a affaire à une constitution qui est, entre guillemets, malléable. C'est-à-dire, elle n'est pas extrêmement figée, elle s'adapte en fait à divers contextes politiques et a permis donc de survivre à diverses crises, voire elle a aussi surtout permis de stabiliser en fait nos institutions qui vivaient des remous assez importants
sous la 4ème République et sous les républiques précédentes. Elle instaure ce qu'on appelle un régime présidentialiste. Elle instaure ce qu'on appelle un régime, je vais vous l'écrire, présidentialiste. Régime présidentialiste. Alors ça veut dire quoi concrètement, un régime présidentialiste? Eh bien tout simplement c'est un régime, comme son nom l'indique, où la place du président de la République et donc du pouvoir exécutif plus généralement est assez générale. Place de la feuille dans la cuisine. Ok. Alors bon, en voilà une phrase qui me semble un petit peu déplacée dans le contexte actuel. J'ose espérer que celui qui l'a écrit plaisante et que justement il prône tout comme moi en fait l'égalité des sexes entre hommes et femmes. Donc régime présidentialiste, une place pour le président de la République assez forte, assez importante en l'occurrence. Concrètement, que dire aussi par rapport à ce régime? Un parlement, on va dire, qui travaille de concert, comme on dit, avec la majorité présidentielle. C'est important de l'avoir à l'esprit, c'est le propre d'un régime présidentialiste, justement. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel ou un régime présidentiel, si vous préférez. Régime présidentiel, c'est le propre du régime américain, où on va avoir certes un président fort, mais également un parlement fort. Aux États-Unis, le Sénat est une chambre haute dite forte, qui est un vrai contrepoids au pouvoir du président. Et les deux peuvent se retrouver, comme je vous l'avais dit la fois d'avant, en rivalité. C'est-à-dire, en gros, les deux peuvent, à un moment donné, être sur des champs politiques très différents. On l'a bien vu avec Donald Trump, qui était souvent en opposition avec les démocrates du Sénat, par exemple. Et ils ont chacun un domaine très cantonné, on va dire. Alors qu'en France, dans un régime présidentialiste, en l'occurrence, eh bien, on a tout simplement des parlementaires, des députés, qui sont issus de la même couleur politique que celle du président de la République qui vient d'être élu et que son gouvernement. Donc les deux vont travailler ensemble, mais avec un exécutif fort qui a donc des pouvoirs qui lui sont propres, mais également des pouvoirs qu'il va partager avec les ministres qui travaillent donc, on va dire, en écho avec leur majorité parlementaire. Vous voyez en quoi le régime présidentialiste se distingue d'un régime purement présidentiel comme celui des États-Unis. En France, on pourrait quelquefois aussi trouver comme terme un régime semi-présidentiel pour montrer qu'il est entre le régime présidentiel et un régime purement présidentialiste. Mais on parle plus traditionnellement du présidentialisme à la française. Un régime donc présidentialiste qui a, on va dire, servi de modèle à beaucoup d'autres pays dans le monde, notamment des pays qui ont souvent subi des colonisations, on va dire, un petit peu houleuses, les pays d'Afrique par exemple, qui souvent ont choisi d'adopter un régime proche de celui du régime français. On a un autre régime qui existe dans le monde, c'est le régime parlementaire, que la France a connu pendant de nombreuses années, sous les républiques précédentes, où là on a plutôt un parlement qui est fort. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Le régime parlementaire s'illustre par exemple énormément au Royaume-Uni, où on va avoir un Premier ministre qui est à la botte des parlementaires qui sont élus et majoritaires. Ce sont eux qui font les principaux textes de loi et leur Premier ministre doit tenter de les faire exécuter avec toute la diplomatie dont il dispose. C'est là qu'est toute la subtilité d'un Premier ministre britannique, c'est celui qui arrive effectivement à sortir sa carte du jeu face à un Parlement qui le plus souvent peut lui transmettre des règles à exécuter, que lui va devoir à un moment donné composer non seulement avec sa personnalité, mais aussi justement la façon dont il arrivera à échanger et négocier avec son Parlement. Voilà en gros ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle du régime politique français et de la Constitution française. Voilà, ce qui clôture en fait, du coup cette première partie qu'on a intitulée droit constitutionnel. Il nous en reste deux à voir. Et comme vous le constaterez, nous accorderons moins de place à ces deux autres parties, et pourtant elles sont assez importantes. On va tenter de les traiter aujourd'hui, en tout cas pour l'une d'entre elles, et nous traiterons l'autre ensuite pour conclure ce module, en fait, début mai, après vos congés, vos vacances.
Deuxième partie, donc, nous allons l'intituler « Droit administratif » ou l'administration en France. C'est comme vous préférez, l'administration en France ou droit administratif. Elle est particulière, notre administration en France, il faut bien le savoir. Hop. Essayer de voir si je peux vous mettre un petit PowerPoint en même temps. On va introduire ça en disant déjà, effectivement, que l'administration française est très complexe. Elle représente l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre l'administration et ses administrés. Elle représente l'ensemble des règles et des personnes qui régissent les relations entre l'administration et ses administrés. Elle représente également l'organisation des services publics en France. Elle représente également l'organisation des services publics en France. Les services publics, c'est par exemple les transports en commun. C'est par exemple aussi, pourquoi pas, la fonction publique hospitalière. C'est par exemple les services qui concourent à la sécurité de l'État et à l'ordre public. Alors pourquoi elle est complexe ? Bien, tout simplement parce que cette organisation de l'administration repose en fait d'abord sur le pouvoir central. Elle repose tout d'abord sur le pouvoir central. Alors, ce qu'on appelle le pouvoir central, c'est le pouvoir de l'État, représenté par le président de la République et son gouvernement, et le gouvernement du Premier ministre. Donc elle est incarnée d'abord par le pouvoir central, représenté par le président de la République, le Premier ministre et les services de l'État. Pouvoir central qui émet donc les règles qui vont s'appliquer sur le territoire national. Mais comme le pouvoir central ne peut pas régir tout ce qui se joue en France, il délègue une partie de son pouvoir à des représentants locaux. Le pouvoir central délègue également une partie de son pouvoir à des représentants locaux qu'on appelle des autorités déconcentrées. Délégation du pouvoir central à des représentants locaux qu'on appelle des autorités donc déconcentrées, en l'occurrence les préfets. Vous savez que dans chaque ville, il y a une préfecture. Les préfets donc agissent au nom du pouvoir central à l'échelon local. Autorité déconcentrée. Et alors là où ça se complique, c'est que l'État n'a pas vocation à être partout, qu'il y a divers échelons locaux, et qu'au sein de chacun des échelons locaux, il y a des autorités élues. L'État, donc, et les représentants de l'État ne pouvant, là encore, régir tous les problèmes, il existe donc des autorités élues sur chaque échelon territorial. Les échelons territoriaux sont les communes,
les départements et les régions. Communes, départements, régions. Ces autorités élues sont des autorités décentralisées. Ces autorités élues sont des autorités décentralisées. On appelle ça la décentralisation. Décentralisé, ça porte bien son nom. Ça veut dire, en gros, qui n'émane pas directement du pouvoir central, qui représente celui du président de la République. Vous imaginez donc comment tout cela se croise, entre guillemets. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les règles du pouvoir central, l'État. D'un autre côté, on va avoir les représentants de l'État sur chaque circonscription, les communes, les régions, il y a des préfets un peu partout. Et en plus, on va avoir des autorités élues dans chaque échelon territorial que représente la commune, le département, la région, qui ont du coup chacune leurs propres règles. Alors pourquoi on a créé la décentralisation par des lois qui datent de 1982 ? Pourquoi la décentralisation ? La décentralisation, tout simplement, parce qu'en fait, on a jugé pertinent de tenir compte des particularismes locaux. Il était pertinent de décentraliser pour tenir compte des particularismes locaux. Il y a certaines communes en France qui ne peuvent pas se voir s'appliquer des règles qu'on appliquerait au national, on va dire, mais qui sont tributaires, on va dire, par exemple d'une culture particulière, qui sont tributaires je sais pas moi, par exemple d'un climat particulier, d'une géologie particulière. En gros, il y a des règles qui ne peuvent se décider que sur le territoire. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait en sorte qu'il y ait des élus locaux, on va dire, pour qu'en plus, en fait, au sein des communes, par exemple, de ces communes si particulières, il y ait des représentants directement élus par le peuple, on va dire, et donc du coup des programmes à appliquer par ces représentants suite à des élections au suffrage universel direct. C'est un petit peu ça l'idée de la décentralisation. C'est à un moment donné considérer que l'État ne peut pas être partout et dans la toute-puissance, mais doit aussi, à un moment donné, pour respecter notre démocratie, confier des compétences à des autorités locales qui ne sont pas directement ses représentants. Vous voyez, c'est toute la particularité de notre système français, qui à la fois du coup est intéressant parce que très démocratique, et en même temps très compliqué parce que il va potentiellement y avoir de temps en temps des querelles entre les élus locaux, on va dire, et le pouvoir central. Vous voyez, des conflits entre les autorités décentralisées et les autorités déconcentrées, incarnées par les préfets qui représentent l'État. Vous voyez, c'est là que toute la complexité va être, à un moment donné, subtile, on va dire, et à la fois riche, mais en même temps difficile à établir. Alors, on décentralise donc, comme je vous le disais, pour répondre à la question qui vient d'être posée, on décentralise pour qu'il y ait davantage de démocratie dans des échelons locaux, pour respecter les particularismes locaux. C'est-à-dire qu'en gros, on va à un moment donné considérer que dans telle ville ou telle autre, il ne peut pas s'appliquer de règles, on va dire, qui concernent tout le territoire dans son entier. En gros, on tient compte des problèmes locaux avec la décentralisation. C'est l'un des premiers objectifs, d'ailleurs, effectivement. Par ailleurs, tout simplement, on va considérer que l'État n'est pas, en fait, suffisamment compétent ou présent pour traiter tous les problèmes de chaque portion de territoire. Vous voyez, c'est pas le président de la République, là où il se situe, qui va pouvoir intervenir le plus rapidement et le plus efficacement possible dans le sud de la France pour traiter un problème consécutif à une inondation. Ça va dépendre d'une autorité qui dépend de lui, par exemple son préfet, mais ça va dépendre aussi, par exemple, des moyens que le maire de la commune va pouvoir mettre en place pour endiguer le phénomène. Vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui fait qu'à un moment donné, on doit décentraliser, on doit confier des compétences à des élus locaux. C'est ça le propre de la décentralisation. D'où le slide. Tout ce petit PowerPoint, je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez revoir certains points. Donc, la complexité de notre administration s'explique par ses modalités d'organisation. Elle est dirigée par un pouvoir centralisé entre les mains du gouvernement,
Ce dernier se voit représenté par des autorités nommées, les préfets, donc au sein des collectivités territoriales, que sont les communes, départements et régions, qu'on a déjà citées en intro. Mais depuis 82 en plus, l'administration est dotée également d'autorités indépendantes du pouvoir central qui sont élues directement par les habitants de chaque échelon territorial. Ces autorités sont dites décentralisées. Loi de décentralisation qui a débuté en 1982 et que tous les gouvernements ensuite ont tenté d'améliorer. On va le voir, il y a eu quelques petites réformes suffisamment importantes pour qu'on les cite. Alors ces fameuses autorités décentralisées, donc, je vous ai mis un lien sur service public, vous pourrez le recopier quand vous aurez le PowerPoint. Il porte sur les différentes élections organisées en France au niveau des échelons territoriaux. Alors je vous invite bien sûr à les parcourir, parce que toujours pareil, dans des petites questions de QCM, c'est toujours bien facile de mettre par exemple comment est élu par exemple le maire d'une commune. Pour rappel, 3 échelons territoriaux. La mairie, la commune, si vous préférez, la commune, dirigée par un maire, le département, dirigé donc par un président du conseil départemental, et la région, dirigée par un conseil régional. Il faut bien avoir à l'esprit, ces 3 différents échelons. C'est ça le propre de la décentralisation, c'est de confier du pouvoir à des élus locaux. Ces élus locaux, c'est le maire au niveau de la commune, le président du conseil départemental au niveau du conseil départemental, et donc du département, et le président du conseil régional, et donc son conseil régional au niveau de la région. C'est ça la décentralisation. C'est donc du pouvoir confié localement à des représentants élus au suffrage universel direct. Ça, c'est de la démocratie, on va dire, mais c'est aussi en même temps, du coup, des règles nouvelles dans chaque portion de territoire, effectivement, qui vont peut-être aller quelquefois à l'encontre du pouvoir central. C'est pour ça que vous avez à chaque fois de grosses soirées électorales. Dès qu'il y a des élections municipales, par exemple, vous allez avoir des grands débats à la télé, et souvent, c'est des tests par rapport au gouvernement. Parce que si au niveau des élections municipales, il y a une grosse tendance politique qui se dégage, par exemple qu'un parti de droite l'emporte dans tout un tas de communes, c'est révélateur aussi de la popularité du président de la République qui est peut-être d'une couleur politique différente. Vous voyez ? C'est aujourd'hui le propre des grands débats électoraux qu'on n'avait pas forcément avant les lois de décentralisation, si vous préférez. Mais c'est difficile, la décentralisation, bien sûr. Au sein de chaque échelon, on retrouve, à l'image de l'État, un pouvoir exécutif local et son conseil qui légifère et vote des délibérations applicables sur son territoire. Par exemple, au niveau de la commune, on trouve le maire, qui est l'exécutif, et son conseil municipal qui vote le budget, organise les services publics locaux, etc. C'est en gros l'équivalent, le conseil municipal, de notre Assemblée nationale, au niveau national. Vous voyez ? En gros, on a calqué les mêmes institutions au niveau de chaque portion de territoire en France. Et alors, bien sûr, vous l'avez compris, le département, c'est plus grand que la commune. La région, c'est plus grand que le département. Ce qui fait que on va avoir, du coup, des personnalités élues qui n'ont pas forcément le même parti politique au niveau de la région et au niveau des communes de la région. Alors du coup, en fait, on va avoir des règles qui, quelquefois, peut-être se percutent à nouveau, et qui vont même peut-être à l'encontre des règles nationales. C'est pour ça que notre administration est compliquée, et c'est pour ça aussi que on essaye de faire en sorte, dans la décentralisation, tout simplement, de confier des compétences spécifiques à chaque échelon territorial. Donc juste pour finir sur ce slide, n'hésitez pas donc à aller voir les liens, là sur Service Public, par exemple, pour avoir un petit peu en tête la façon dont sont élus les représentants locaux. C'est très particulier, c'est souvent des scrutins majoritaires, rassurez-vous. Sachez également que c'est souvent la même durée de mandat. Le mandat d'un conseiller municipal ou d'un maire, c'est 6 ans. C'est exactement pareil pour le département et c'est pareil pour la région. Toutes les autorités locales sont élues pour 6 ans, et non pas 5,
comme à l'Assemblée nationale. C'est 6 ans. Pourquoi? C'est 6 ans parce qu'on a voulu vraiment décaler les calendriers. On ne peut pas la même année, par exemple, organiser une élection régionale, une élection départementale et pourquoi pas les élections législatives. C'est impossible. Pour qu'il y ait bien ces fameux décalages dans les calendriers, on a des élections d'abord sur des mandats de 6 ans et on les décale la plupart du temps d'une année à l'autre pour faire en sorte qu'elles ne coïncident pas. Parce que si on allait voter tous les ans, inutile de dire que ce serait un peu compliqué. Alors, vous avez remarqué qu'on a souvent une élection en fait par an, une grande élection. Élu pour 6 ans, et puis effectivement donc élu dans chaque portion de territoire. Alors les plus populaires, c'est souvent les municipales. Souvent les municipales parce que on connaît beaucoup mieux nos administrés municipaux que concrètement les représentants de la région. La plupart du temps, quand on s'intéresse un peu à la politique, on connaît notre maire, le maire de la ville, on va dire. Surtout quand on vit dans une petite ville. Mais en revanche, on connaîtra peut-être beaucoup moins bien le président du conseil régional, parce qu'il est plus éloigné au niveau de l'échelon territorial, sauf si ce président du conseil est très populaire, politiquement parlant, ce qui peut arriver quelquefois. Alors, ayez bien en tête donc tous ces fameux échelons et sachez bien distinguer décentralisation de déconcentration. La déconcentration, c'est les préfets, c'est eux qui agissent au nom de l'État, donc du président de la République, des ministres, avec des compétences particulières du coup. Alors qu'au niveau local, les autorités décentralisées sont directement élues par le peuple et agissent en fonction d'un programme que le peuple a validé lorsqu'il les a mis au pouvoir, tout simplement. Pour que ça fonctionne, du coup, on a donné des compétences aux autorités décentralisées. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Les autorités décentralisées ont des compétences particulières. Sinon, alors imaginez par exemple que le département ait exactement les mêmes compétences que la commune, sachant qu'en fait on a des représentants politiques différents, ils passeraient leur temps à se contrarier, à se contredire en quelque sorte. Certainement pas, fort heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes compétences. Slide suivante justement, chaque autorité décentralisée a des compétences spécifiques. L'intérêt de la décentralisation, c'est qu'elle rapproche les détenteurs du pouvoir de ses administrés, d'où davantage d'efficacité pour gérer les problèmes de proximité. Par exemple, le maire sera plus efficace qu'un ministre pour traiter un problème relatif au bâtiment d'une école qui doit faire l'objet de travaux. C'est logique. En revanche, la décentralisation présente un problème. On va le voir après, pardon. Les compétences d'abord. Chaque échelon a ses compétences. La commune, par exemple, gère les écoles, traditionnellement. C'est comme ça, les écoles élémentaires, les écoles maternelles. Le département gère les collèges, c'est comme ça. Et la région gère les lycées. Donc, du coup, vous voyez bien qu'en fait, la région n'est pas compétente pour interagir sur une école et ne peut pas prendre de décision, du coup, à l'encontre du maire de la commune, qui gère les écoles. C'est heureusement cette répartition des compétences qui fait qu'on a une sorte de cohérence sur les territoires. Heureusement d'ailleurs. Ayez-le bien en tête, car dans le petit exercice que vous pourrez traiter chez vous si vous le souhaitez, justement dans le slide suivant, vous allez avoir justement à tenter de trouver qui est compétent pour quoi dans la commune, le département, la région, en fonction donc des quelques items qui sont rangés sur le côté. Alors, bien sûr, tout n'y est pas, mais on en a une bonne partie. Le problème de la décentralisation maintenant, c'est qu'en fait, vous allez avoir certaines communes, en fait, ou autres échelons territoriaux, peu importe, qui sont plus riches que d'autres. D'où un déséquilibre entre les moyens dont disposent les collectivités pour exercer les compétences qui leur sont propres. Dites-vous par exemple que certaines communes qui sont par exemple implantées en Île-de-France sont beaucoup plus riches que d'autres communes également implantées en Île-de-France. À cause de quoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, les ressources de chacune de ces collectivités, communes, régions, départements, font l'objet d'une fiscalité. Vous avez en fait au niveau national l'impôt sur le revenu, qu'on paye par exemple en fonction des revenus qu'on perçoit. Au niveau des collectivités locales,
on perçoit également des impôts. On a une fiscalité. Ça veut dire notamment que, par exemple, la commune va prélever les impôts locaux. Vous savez, ce qu'on appelle par exemple la taxe foncière, la taxe d'habitation. Quand vous louez un appartement, où que ce soit, vous allez devoir payer à l'État ce qu'on appelle une taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation, en fait, fait partie des ressources de la commune. La taxe foncière, également, donc on paye quand on est propriétaire d'un logement, fait partie également des ressources que l'on va reverser à la commune. Et alors surtout, on a ce qu'on appelle la contribution économique territoriale, la CET, contribution économique territoriale, qui est en fait la nouvelle taxe professionnelle, avant ça s'appelait taxe professionnelle, que payent les entreprises qui se situent sur le territoire, on va dire, qui est visé. Cette contribution économique territoriale, souvent d'ailleurs, elle est un peu répartie. C'est une fiscalité qu'on perçoit vis-à-vis des commerçants et de certaines professions, certaines sociétés. Plus une commune ou un département ou une région ont, on va dire, d'entreprises florissantes, plus en fait elles vont percevoir une contribution économique élevée. Et donc plus elles vont être riches, entre guillemets. Par exemple, en Île-de-France, vous avez une petite ville qui s'appelle Puteaux, dans le 92, à côté de Neuilly-sur-Seine, en l'occurrence. À Puteaux, on a des entreprises comme Total. Le groupe pétrolier Total a une grosse entreprise Total, en fait, l'un de ses sièges, en fait, qui est justement situé dans cette commune. Inutile de dire que plus l'entreprise marche fort, plus elle paye d'impôts. Du coup, plus la commune est extrêmement riche. Inutile de dire du coup que les moyens en fait de cette petite ville qui est Puteaux sont quelquefois beaucoup plus importantes qu'une très grosse commune qui abrite énormément d'habitants, mais qui n'a pas forcément de grosses entreprises dans son siège. C'est pour ça qu'en fait, il y a un problème d'équité, on va dire, parce que bien sûr cet argent dont dispose la commune, le département ou la région, va contribuer à faire en sorte qu'il y ait des transports en commun peut-être plus jolis, qu'il y ait des parcs, par exemple, qu'il y ait des écoles qui soient plus belles, mieux dotées, on va dire, qu'il y ait peut-être aussi des aménagements territoriaux beaucoup plus florissants, qu'il y ait aussi certains avantages accordés à ses habitants, des primes, pourquoi pas, de façon à ce qu'ils puissent acheter, je sais pas moi, je sais qu'à un moment donné, sur une commune, je crois que c'était Levallois, le maire reversait en fait une somme d'argent aux familles qui avaient beaucoup d'enfants pour qu'elles puissent bénéficier de davantage de crédits pour acheter des fournitures scolaires, par exemple. En bref, plus les communes sont dotées ou plus riches, entre guillemets, plus il y a des avantages aussi pour les citoyens qui les habitent, en termes d'aménagement de territoire, en termes de confort, de crèche par exemple, ou je ne sais quoi d'autre. Ces inégalités, à un moment donné, eh bien, on a voulu tout simplement faire en sorte qu'elles existent moins. Et pour ce faire, eh bien, on a demandé en fait à ces différentes communes de s'allier au sein d'établissements publics de coopération intercommunale, ce qu'on appelle les EPCI. C'est une grosse réforme qui date de 2010. Vous voyez que ça prend du temps de répondre à des spécificités, mais l'air de rien, ça a du sens. Ces établissements publics de coopération intercommunale, vous voyez, ça porte bien son nom, les communes coopèrent entre elles, c'est des regroupements en fait de communes, et quelquefois, ces communes sont tantôt riches, tantôt pauvres, mais en gros, leur regroupement va faire en sorte qu'il y ait une fiscalité plus importante, et du coup plus de moyens octroyés justement à ces établissements. Et du coup, une sorte de répartition des richesses. Vous voyez l'idée? Ça, c'est 2010. On a par exemple créé ce qu'on appelle des syndicats de communes, des communautés de communes, en l'occurrence. Quand vous allez voter aux élections municipales, sans le savoir, quelquefois, vous élisez à la fois le maire, mais en même temps le représentant de la communauté de communes. Quasiment tout le temps. Souvent sur la liste, vous allez avoir quelquefois deux noms. Le maire de la commune et le représentant de la communauté de communes. Tout ça pour favoriser un équilibre dans les ressources des communes. C'est essentiel de le faire pour une raison simple, c'est qu'en France, il y a énormément de communes. On est dans un pays extrêmement morcelé d'un point de vue communal.
Pour être très précis, on trouve en France, d'après le dernier recensement qui date de mars, 34 965 communes. C'est gigantesque, ce nombre de communes. 34 965 communes en France. La majorité d'entre elles ont moins de 2000 habitants. C'est pour vous dire, vous avez même pour être un petit peu anecdotique, il y a une commune en France qui n'a qu'un seul habitant. Vous vous rendez compte? Une commune à un habitant, c'est la commune de Rochefourchat. Un seul habitant, ça veut dire en fait qu'il y a un maire dans cette commune qui va s'élire tout seul, en quelque sorte. Il est maire de lui-même. Vous voyez, l'air de rien, c'est pas anodin. Pourquoi on a un tel découpage communal? Ça date de l'administration Napoléon. L'administration, c'est essentiellement Napoléon qui l'a mise en place, avec des préfets à l'époque, qui a morcelé, entre guillemets, le territoire avec ses particularismes et ses frontières. Nous sommes le pays, en fait, d'Europe où il y a le plus de communes, pour vous dire. Par rapport à la Belgique, où il y a quelques centaines de communes, c'est rien. En Allemagne, on va trouver peut-être 10 000 communes. Au Royaume-Uni, peut-être pas loin de 10 000 également. En Italie, peut-être 6 000 communes, quelque chose comme ça. Imaginez-vous, en France, 34 965 communes, c'est gigantesque. C'est pour ça qu'en fait, cette réforme de 2010 avait pour vocation de regrouper les communes, donc d'avoir des entités plus larges pour avoir du coup peut-être une seule voix qui va se prononcer, et on va dire répartir les richesses, faire en sorte que les communes les plus pauvres puissent bénéficier aussi des ressources de certaines communes plus riches. Cet échelon territorial, du coup, est en passe d'évolution. La plus grande évolution, en fait, à ce niveau-là, est liée à une loi. Je pense que je l'ai peut-être mentionné, d'ailleurs, dans les quelques slides que je vous ai mis. J'espère, en tout cas. Oui, probablement, la loi MAPTAM. La loi MAPTAM, ça s'écrit M-A-P-T-A-M, c'est dans les slides, rassurez-vous. La loi MAPTAM qui a été votée en 2014, c'est plus couramment en fait la loi métropole. Vous en avez certainement entendu parler du concept de métropole. La métropole, alors là pour le coup, c'est la plus grosse illustration d'un regroupement communal. Une métropole, en fait, c'est un ensemble de communes, mais surtout un ensemble d'habitants, on va dire. Et une métropole, c'est surtout énormément de moyens financiers, c'est-à-dire des ressources qui vont permettre de concrétiser de gros projets grâce à ce regroupement des richesses de communes, on va dire, qui se mettent ensemble. Les métropoles, vous savez qu'elles commencent à naître depuis maintenant pas mal de temps. Vous connaissez la principale, celle qui nous concerne, c'est-à-dire celle du Grand Paris. La métropole du Grand Paris, c'est un regroupement de 35, si je ne m'abuse, 35 communes d'Île-de-France. Je me trompe peut-être sur le nombre de communes, il faudrait vérifier, malgré tout. En gros, en fait, ce Grand Paris va regrouper donc un certain nombre de communes pour concrétiser des grands projets, notamment par exemple au niveau des transports en commun. Par exemple, ça va être aussi peut-être des gros projets au niveau de la culture, des musées en fait plus importants. C'est 131 communes, je me trompe pas. Je me disais aussi c'était trop faible. 131 communes pour le Grand Paris. Donc, en gros, une superficie assez importante au niveau du territoire, un nombre d'habitants aussi également très important. Concrètement, ces gros projets de regroupement communaux vont favoriser, on va dire, aussi une certaine cohérence de notre administration. C'est-à-dire, en gros, peut-être un peu moins d'éparpillement dans les règles, une politique un peu plus commune dans ces échelons territoriaux. C'est ça qui revêt son importance aujourd'hui, qu'il faut avoir à l'esprit en tout cas. Alors, au niveau des échelons, donc, vous verrez dans le PowerPoint que je vous enverrai que vous aurez à chercher justement ces fameuses petites compétences. Et vous verrez que ça peut avoir son utilité, en fait, sur certains gros problèmes, entre guillemets. On parlait des communes, en fait, qui ont leurs représentants élus. Les départements, c'est la même chose. Vous savez qu'il y a 101 départements en France et que dans chaque département, on va avoir un représentant départemental qui va avoir ses propres compétences que vous aurez à voir, c'est souvent tout ce qui est social au niveau du département. La gestion du RSA, par exemple. C'est toutes les aides du département, du coup, on devrait dire,
C'est aussi par exemple la protection de l'enfance. Le département abritait ce qu'on appelait avant la DAS, c'est-à-dire en gros cet organisme qui gérait les enfants abandonnés ou qui étaient orphelins. On l'appelle plus ça la DAS aujourd'hui, on appelle ça l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Eh bien, en général, les représentants nommés pour justement aider les enfants orphelins, ces aides, en tout cas, se situent au niveau justement du département. C'est une tradition. Manuel Valls, à l'époque, quand il était Premier ministre, voulait supprimer les départements. Il avait concrétisé un début de loi, la loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République, dans laquelle, petit à petit, il aurait souhaité qu'il n'y ait plus de départements pour simplifier en fait l'administration, en donnant une compétence générale à la région et des compétences particulières à la commune. Inutile de dire que, vu que le département gère toutes ces fameuses aides, on va dire, liées à l'enfance, liées à la précarité également, toutes les personnes qui travaillaient au sein du département auraient dû voir leur contrat de travail modifié, par exemple, et puis surtout les crédits alloués au département, les recettes fiscales, auraient créé une espèce de déficit assez important, au point qu'il a été obligé d'abandonner le projet de la suppression des départements. Mais la loi NOTRe, en revanche, il l'a quand même fait voter, et elle a abouti, entre autres, vous vous en rappelez certainement, à la diminution du nombre de régions. Alors, on a à la fois favorisé les regroupements de communes dans les métropoles, mais on a aussi favorisé les regroupements régionaux dans des grands ensembles territoriaux. On a désormais 13 régions en France, 13 grosses portions territoriales que représentent les régions, par exemple la région Normandie, ou encore la région Île-de-France, qui sont des grands ensembles territoriaux au sein desquels on va pouvoir concrétiser des gros projets d'aménagement de territoire, par exemple, des projets culturels, des grands... Au niveau de l'emploi, c'est surtout très économique, la région. La région, c'est des bassins d'emploi qui sont assez importants, et du coup, au sein de ces grands bassins de l'emploi, on va travailler, par exemple, pour avoir moins de chômage, entre autres choses, impulser des grands bassins économiques, on va dire, favoriser l'implantation de certaines entreprises en fonction, en fait, de ce qui se joue dans les espaces en question. Par exemple, quand on a travaillé dans certaines régions où il y avait beaucoup de nature ou des champs, on a travaillé sur l'implantation des éoliennes à une époque. C'était des gros projets régionaux et ça a créé pas mal d'emplois également. Tout ça s'entretient, bien sûr. Voilà en gros ce que c'est aujourd'hui que la répartition de ces fameuses compétences et les enjeux de notre économie au niveau des échelons de la décentralisation. Un exemple assez concret pour vous montrer que tout ça c'est pas du pipeau en réalité, c'est ce qui s'est passé avec le coronavirus. Et ce qui se passe toujours d'ailleurs avec le coronavirus, c'est cette fameuse crise sanitaire. Vous l'avez remarqué, la situation de crise que nous traversons aujourd'hui illustre notre propos. L'État-providence, celui qui pourvoit aux besoins d'une population quand une crise sanitaire en l'espèce sévit sur le territoire. Bien, aide de l'État aux entreprises et professions libérales. Vous l'avez vu, par exemple, en période de crise, l'État va retrouver, on va dire, de sa superbe. C'est-à-dire qu'en gros, tout va partir du pouvoir central. Par exemple, quand nous avons des restaurateurs qui sont contraints de fermer pendant la crise, vous le savez, c'est l'État qui dispose du plus gros portefeuille monétaire, on va dire, qui va pouvoir pourvoir aux besoins justement de la population quand elle traverse cette fameuse crise et octroyer des aides aux restaurateurs pour qu'ils puissent, tout en restant fermés, bénéficier quand même d'argent, on va dire, pour survivre. Ça, c'est typiquement en fait l'intervention de l'État dans des difficultés, on va dire, qui concernent le national. Mais vous avez également constaté que la démocratie a parlé lors des élections municipales récentes, celles de l'année dernière, ce qui témoigne d'une organisation territoriale complexe, avec d'un côté les acteurs du pouvoir central et d'un autre les acteurs décentralisés, communes, départements, régions, entre autres responsables de la gestion des établissements scolaires. Ceci n'a pas empêché d'ordonner la fermeture des écoles en partant d'une décision prise au niveau de l'État. Car en cas de crise grave menaçant les habitants de toute une nation, le pouvoir central reprend la main. Les maires, de leur côté, peuvent accroître les mesures en organisant par exemple un couvre-feu ou encore l'interdiction des marchés, comme l'avait fait le maire de la commune de Nice par arrêté municipal en 2020. Vous voyez en gros que dans ces situations-là, on va avoir à la fois en fait
des pouvoirs qui émanent de l'État parce qu'on est en crise sanitaire et qu'elle concerne le national, mais en même temps, on va avoir aussi le pouvoir des acteurs locaux, au niveau des mairies par exemple, qui vont, au sein de leur ville, prendre des mesures particulières. Interdire un marché, par exemple. Hein. Vous l'avez vu, cela dit, que des fois ça peut aussi, pour des raisons, on va dire, qui se comprennent, s'harmoniser sur tout le territoire. Et c'est pour ça que vous avez de grosses contestations aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent que le président de la République qui interdit que les écoles ouvrent, bah finalement, il outrepasse d'une certaine façon ses pouvoirs dans la mesure où ça devrait être les maires qui devraient le faire. Sauf que si on s'en remet aux maires de chaque commune, certains seront favorables à l'ouverture des écoles et d'autres favorables à la fermeture des écoles. Et du coup, on va avoir de la discrimination entre les communes, ce qui va être absolument ingérable, et surtout des mouvements de population d'un territoire où ce sera possible à un autre où ça ne le sera pas. C'est pour ça que l'État a quand même la possibilité, dans un contexte assez grave, de reprendre la main, on va dire, pour une raison qui va être la sécurité publique, l'ordre public, mais avec toute la contestation que ça suppose derrière, le mécontentement en fait des représentants locaux qui vont râler en disant mais c'est pas normal que dans notre commune on interdise par exemple la mise en place d'un marché alors qu'il y a très peu d'habitants et que les gens sont très responsables. Vous voyez, c'est toute cette difficulté en fait que notre administration doit pouvoir gérer aujourd'hui, mais qu'il faut avoir à l'esprit, quoi qu'il en soit. Alors oui, donc on reviendra à ces fameuses compétences. Vous verrez que sur le PowerPoint que vous recevrez, vous aurez éventuellement à rechercher plus précisément les compétences de chacun qui gère l'aménagement du territoire, les lycées, les collèges, etc. Vous trouverez bien sûr toutes ces infos sur Internet sans aucune difficulté. Petite précision quand même par rapport à ça. Le préfet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui représente l'État dans chacun des échelons territoriaux. Vous allez me dire à quoi il sert. D'une certaine façon, il a aussi son rôle particulier. C'est-à-dire que c'est ce fameux préfet qui va par exemple veiller à ce que le maire dans la commune n'empiète pas sur les pouvoirs, on va dire, nationaux. Qu'il ne prenne pas de mesures, par exemple, aussi contraires à la Constitution. Par exemple, le maire d'une commune qui ferait voter par son conseil municipal un arrêté, ça s'appelle un arrêté, ça s'appelle pas une loi au niveau local, un arrêté municipal qui, par exemple, préciserait que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait préconiser, une interdiction, par exemple, de manifester, qui serait absolument contraire au droit de grève, par exemple, alors que le droit de grève est reconnu par la Constitution. Eh bien, ce maire, en l'occurrence, qui ferait voter cette délibération par son conseil municipal, irait à l'encontre de la Constitution. Eh bien, le préfet, qui représente l'État, pourrait attaquer le maire au sein du tribunal administratif pour faire annuler la délibération, justement, du conseil municipal. Ça, c'est le premier rôle du préfet, pardon. Le préfet, par ailleurs, il a des compétences qui lui sont propres. Le préfet dans la commune ou dans le département va avoir, parce qu'il y a un préfet donc à chaque échelon, commune, département, région. Préfet en général de région, on l'appelle le préfet de région. C'est pas que c'est le supérieur hiérarchique du préfet de la commune, mais ils ont des échelons territoriaux différents à défendre. Le préfet a des compétences propres. Par exemple, il délivre les titres de séjour pour les personnes qui sont en séjour irrégulier en France. Par exemple aussi, il va peut-être ordonner la poursuite d'une personne au tribunal administratif pour qu'elle soit reconduite à la frontière. De façon plus positive, il organise donc justement le regroupement familial d'une personne qui a de la famille à l'étranger, qu'elle souhaite faire venir en France. Le préfet, du coup, a toutes ses compétences en matière de droit des étrangers. Le préfet, par ailleurs, intervient en cas de catastrophe naturelle. Il déclenche ce qu'on appelle le plan Orsec. Le plan Orsec, c'est le plan catastrophe naturelle, c'est-à-dire que c'est lui qui va organiser, par exemple, toutes les opérations de nettoyage, de déblayage, tout pour faire en sorte justement que on rétablisse un petit peu la situation telle qu'elle existait en fait avant une catastrophe naturelle.
Donc il a aussi des compétences particulières, en plus de veiller à ce que les politiques justement territoriales n'aillent pas à l'encontre du national et de la Constitution surtout. Du national encore c'est possible, mais de la Constitution c'est différent. Voilà en gros cette répartition des pouvoirs et des compétences, avec quand même une petite particularité pour le maire dans les communes. Pour une raison simple, c'est que le maire de la commune, il a, entre guillemets, une double casquette. À la fois, c'est un élu direct au sein de la commune, au suffrage universel direct, lors des élections municipales, par exemple Anne Hidalgo à Paris, mais en même temps, du coup, au titre d'élu autonome, entre guillemets, il fait voter des arrêtés, il organise les services publics de la commune, il gère le budget de la commune, etc. etc. Mais en même temps, il a aussi la casquette de représentant de l'État, curieusement. C'est-à-dire que, un peu comme le préfet, en réalité, le maire est également représentant de l'État dans sa commune. À savoir qu'en fait, à ce titre, il peut célébrer les mariages. Quand on célèbre les mariages, on est officier d'état civil. Le maire est un officier d'état civil, et à ce titre-là, il représente l'État, puisque le mariage, il est reconnu sur le plan national. Et en même temps, le maire, on ne le sait pas toujours, est officier de police judiciaire. Un maire pourrait très bien, alors il n'a pas le temps de le faire, mais il pourrait très bien dresser une contravention, s'il le souhaite. C'est un officier de police judiciaire, très curieusement, un officier de police qui en plus a sa propre police, la police municipale, en l'occurrence. Donc, attention au fait que le maire, il a cette espèce de double casquette, il a énormément d'attributions et également, du coup, beaucoup de responsabilités. C'est pour ça qu'en France, chaque fois qu'il y a un problème, la plupart du temps, en gros, comment dire, on l'attaque. Par exemple, au sein d'une commune, admettons, vous allez crever un pneu parce que la voirie est mal entretenue, admettons. Eh bien, vous allez avoir, dans ce cas-là, une poursuite, on va dire, auprès du représentant de la commune, c'est-à-dire le maire. La voirie était mal entretenue, il y avait par exemple des nids de poules, des clous qui traînaient suite à des travaux publics qui ont été organisés dans la commune. On attaque le maire pour avoir une réparation. Il y a plein de gens qui attaquent le maire pour tout et n'importe quoi. Un accident d'un enfant dans une école, admettons, un accident dans une école maternelle. On attaque le maire, parce que peut-être en fait les équipements de l'école n'ont pas permis d'assurer sa sécurité. Alors bien sûr qu'il y a des assurances qui sont peut-être plus efficaces que le maire lui-même, mais ce serait possible d'attaquer aussi le maire pour mieux entretenir l'école, puisqu'il est responsable aussi des bâtiments et des locaux scolaires. Alors, en gros, on peut attaquer un maire pour tout et n'importe quoi, il y a des contentieux en mairie énormes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maires qui, aujourd'hui, réfutent la fonction de maire parce qu'ils sont mis en contentieux trop régulièrement. C'est pas de leur poche, c'est le budget de la commune, bien sûr, qui est pris en compte, mais c'est des responsabilités extrêmement lourdes, comme vous pouvez vous l'imaginer. En gros, ce maire, attention à cette fameuse double casquette, donc, du coup, qu'il a, que n'ont pas les présidents de conseils départementaux, compétents dans certains domaines, que n'ont pas non plus les présidents de conseils régionaux, qui ne sont compétents que dans la région au titre des responsabilités qu'ils ont en tant qu'élus locaux. Ce sont les préfets qui vont incarner ensuite la représentation de l'État au national. Petite remarque également, attention au fait que il y a également certains départements qui sont en outre-mer. Alors avant, on parlait des DOM-TOM, des départements et territoires d'outre-mer. Sachez que ça a changé. On le dit encore très couramment, en langage courant, les DOM-TOM, départements et territoires d'outre-mer, mais on devrait dire maintenant les DROM-COM. C'est-à-dire en fait les départements et régions d'outre-mer qui ont le statut de département, et les collectivités d'outre-mer qui ont un statut un petit peu à part, on va dire, comme l'étaient avant les territoires d'outre-mer. Pourquoi on appelle ça les collectivités d'outre-mer? Parce qu'on y a rajouté en fait désormais deux autres collectivités, que sont les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont des îles assez jolies pour le tourisme, ont été incluses dans les TOM
Et ce regroupement fait que maintenant on parle de collectivité d'outre-mer quand on parle justement de ces fameux territoires un petit peu particuliers. Les départements et régions d'outre-mer, vous les connaissez, hein, puisqu'il s'agit de Mayotte, par exemple, qui est devenue une région, un département d'outre-mer il n'y a pas si longtemps, mais également la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Hein, on a bien ces fameux départements, je dirais, en outre-mer, qui ont un statut un petit peu particulier. C'est un avantage d'être classé département d'outre-mer dans la mesure où on va bénéficier de la fiscalité des départements d'outre-mer, de certaines aides de l'État également, puisque l'État peut aider les départements en difficulté, alors que les territoires d'outre-mer, qu'on appelle maintenant les collectivités d'outre-mer, que sont par exemple la Polynésie française, que sont également les îles de Wallis et Futuna, par exemple, on les appelle plutôt des collectivités d'outre-mer parce qu'elles ont un statut particulier. Ce statut particulier est lié en fait d'abord au particularisme et à la culture locale très particulière, qui font qu'on va avoir des règles quelquefois très différentes de ce qui va se passer en fait sur la métropole. D'ailleurs, elles sont classées, pas les collectivités, mais les départements d'outre-mer sont également donc sous la législation des métropoles. Hein. Mais les collectivités d'outre-mer, quant à elles, ont vraiment un statut très spécifique parce que, comme je vous dis, les ressources sont peut-être pas les mêmes. On vit par exemple peut-être beaucoup de la pêche et donc du coup avoir des quotas en fait de pêche liés à ce qui se passe dans l'Union européenne ne peut pas s'appliquer en fait dans ces fameuses collectivités où c'est une ressource essentielle, par exemple. En gros, on va avoir des règles dérogatoires qui vont leur permettre en fait d'appliquer, et c'est un avantage, leurs propres règles sur leur partie de territoire, sans toutefois quelquefois tenir compte des politiques nationales. En revanche, l'inconvénient, c'est que les aides financières de l'État, du coup, en contrepartie, sont peut-être moins nombreuses que celles qu'on pourrait accorder, par exemple, aux départements d'outre-mer, hein, qui font partie de nos échelons territoriaux directs, on va dire. Hein. Les COM ont pour la plupart un statut administratif spécifique lié aux particularismes locaux. En font partie les anciens territoires d'outre-mer, que sont Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et la Polynésie, et depuis 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Leur statut permet par exemple de préserver leur patrimoine et de favoriser l'emploi local. Voilà, petite parenthèse sur l'outre-mer qu'il était bon de faire, parce que ça fait vraiment partie en fait de notre administration, bien sûr. Hein. Vous avez bien en tête la répartition des pouvoirs, une commune qui est dirigée par un maire, son conseil. Le maire, et c'est sa particularité, est également représentant de l'État et officier d'état civil, ainsi qu'officier de police judiciaire. Le préfet est l'autorité déconcentrée, il représente l'État au sein des collectivités, même en région, où il est dénommé préfet de région. Il assure le maintien de l'ordre public, il peut interdire une manifestation s'il estime qu'elle pourrait troubler l'ordre public et la tranquillité publique. Il peut déclencher le plan Orsec en cas de catastrophe naturelle. Il peut également saisir le tribunal s'il estime que le maire ou une autre autorité locale indépendante a enfreint la loi. Donc vous voyez effectivement que tout cela résume assez bien ce que je vous disais, mais également toute la complexité de notre fameuse administration. Pensez bien aussi au fait que chaque échelon territorial a sa propre fiscalité. Le département, on ne l'a pas dit, mais par exemple, outre le fait qu'il partage avec la région la contribution économique territoriale, c'est au niveau du département, par exemple, qu'on verse la carte grise. Quand vous achetez un véhicule, vous avez une carte grise que vous payez, et cet argent, en l'occurrence, est normalement donné directement au département. Concrètement. Au niveau de la région, c'est pareil, il y a une fiscalité. Par exemple, si un jour vous êtes apprenti en alternance, vous verrez que la taxe d'apprentissage que versent les entreprises est normalement directement versée de son côté en fait à la région, hein, la taxe d'apprentissage. Tout ce qui concerne également la formation professionnelle. La formation professionnelle auquel cotisent les entreprises, c'est géré par les régions, tout simplement parce que les régions, je vous disais que c'était des espèces de bassins de l'emploi assez importants sur notre territoire. Donc chaque échelon, en fait, a sa propre répartition de pouvoir, sa propre fiscalité, également ses propres règles, vous l'avez compris, et du coup, en fait, ça en fait des petites entités, un peu comme des États en fait fédérés. Aux États-Unis, on a par exemple l'État fédéral, qui est dirigé par le président actuel Joe Biden, mais on a également les États fédérés,
chaque État fédéré a un gouverneur qui va diriger en fait sa portion de territoire avec ses propres règles. C'est pour ça que les gouverneurs sont des grands électeurs qui élisent la plupart du temps le président et que le président américain a tout intérêt à être le plus populaire possible auprès de chacun de ces fameux grands électeurs. Eh bien en France, dites-vous qu'en fait Emmanuel Macron dirige le pays, mais que dans chaque portion de territoire, il y a également des petits pouvoirs exécutifs élus, alors des grands quand ce sont les présidents de région d'ailleurs, puisque c'est des grosses portions de territoire, et qu'on a tout intérêt aussi à avoir des représentants au niveau de ces territoires qui sont de notre couleur politique quand on est au national, hein, on va dire. Parce que c'est ce qui fait que progressivement, dans le jeu des élections, on va avoir progressivement l'émanation d'un président qui reflète la tendance nationale. C'est un petit peu ça l'idée de la répartition des compétences et de notre administration en France. Alors, administration qui, comme je vous le disais, donc pour conclure, fait l'objet donc de certaines réformes, hein, l'organisation des échelons territoriaux, leurs compétences, les interférences avec le pouvoir exercé au niveau national, expliquent la difficulté pour les citoyens à cerner le fonctionnement de notre administration. Cette organisation est encore en évolution, comme en ont témoigné la loi NOTRe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a divisé le nombre de régions à 13, et la loi Métropole, loi MAPTAM, en 2014, qui instaure toutes deux des étapes de la décentralisation. L'objectif de ces réformes, celles citées et les précédentes, est de réduire les inégalités entre chaque échelon en favorisant les regroupements, et en instaurant donc des territoires plus forts économiquement, notamment les régions. Toutefois, les efforts de simplification de l'administration passent par des étapes complexes et souvent mal comprises par les habitants, avec des politiques de travaux dans certaines métropoles, par exemple, ce qui témoigne des enjeux électoraux qui parsèment notre actualité. Ça, c'est vraiment l'exemple typique, hein, les politiques de travaux, parce que ce sont les maires qui délivrent notamment les permis de construire. Et sachez que c'est des enjeux économiques très forts. Les grosses entreprises, en général, ont tout intérêt à être le mieux perçu possible par le maire, puisque c'est lui qui va délivrer les permis de construire, moyennant le plus souvent des marchés, ce qu'on appelle des marchés publics, qui ont un coût, on va dire, que paye effectivement du coup la commune, et qui vont donc permettre d'améliorer en fait la commune, la voirie, etc. Donc effectivement, les politiques en question souvent sont mal comprises par les habitants, parce que vous avez certains maires qui développent des crédits énormes par rapport aux travaux, et souvent en plus ces travaux sont mal perçus par les habitants qui estiment que soit ils sont trop nombreux, soit ils nuisent aux habitants. Anne Hidalgo s'est rendue très impopulaire, par exemple à Paris, avec tous les travaux qu'elle a organisés en fait sur la voirie routière et qui rendaient extrêmement compliqué l'utilisation des véhicules. Et on voit bien qu'il y a une politique de fond derrière qui est de limiter en fait l'usage des véhicules dans la commune. Mais c'est très mal perçu des conducteurs notamment. Et ça la rend quelquefois très impopulaire, même si malgré tout elle est passée une deuxième fois aux élections municipales. Peut-être parce qu'il n'y avait pas un contre-pouvoir suffisamment fort. Mais on voit bien qu'en fait, c'est des enjeux qui ensuite vont déteindre sur le politique au niveau national. L'ambition peut-être d'Anne Hidalgo un jour, qui est peut-être de se présenter à la présidentielle, elle a tout intérêt effectivement à un moment donné, à réduire en fait à un moment donné l'ensemble peut-être des travaux qu'elle mène et qui la rendent un peu impopulaire, mais en même temps de garder aussi son cheval de bataille qui est celui de l'écologie et qui séduit en ce moment toute une partie de la population. Vous voyez en fait à un moment donné en quoi du coup les échelons territoriaux contribuent aussi à faire ressortir des candidats à la présidentielle progressivement, mais rendent aussi quelquefois les rapports très complexes avec les administrés directs. Voilà en gros ce qu'il faut à peu près retenir de notre administration. Alors on l'a énormément résumé, hein, là vous l'avez compris. Vous avez compris qu'il y a plusieurs échelons territoriaux entre l'État, la région, le département, la commune. Ça, c'est déjà un point important. Qu'il y a bien un pouvoir central que vous avez maintenant identifié en la personne du président de la République, du gouvernement et des parlementaires, avec le pouvoir législatif et l'exécutif, mais que ce pouvoir finalement se retraduit en fait au niveau local et rend notre administration quelquefois un peu difficile à cerner. Mais en même temps, ce pouvoir local rend nos administrés plus proches de leurs élus et permet du coup aussi, à un moment donné, de réduire plus efficacement les inégalités et aussi, à un moment donné, peut-être de faciliter les relations, l'organisation des services publics, les demandes des administrés par rapport à la ville dans laquelle ils vivent.
c'était un petit peu ce que je voulais vous faire passer au niveau de l'administration aujourd'hui. Ce petit PowerPoint, je vais vous l'envoyer bien sûr, et dessus vous avez compris qu'il y a donc des petits exercices. Par exemple, sur les ressources des collectivités, on en a parlé concrètement, ce serait intéressant que vous puissiez rechercher, vous voyez les questions sont écrites en rouge, les ressources du département et de la région. Le petit tableau des compétences qu'on a vu tout à l'heure également, dans lequel effectivement il y a à répondre à la question qui est en rouge, ici même. Et puis peut-être, si vous en trouvez un autre exemple d'actualité qui illustre un petit peu l'exercice du pouvoir par notre administration. Là, je vous ai mis l'exemple du coronavirus. Peut-être vous en trouverez un autre, éventuellement, qui serait tout aussi parlant et qui montre bien la répartition un peu des compétences entre le national et le local, on va dire, qui traduit un petit peu aussi ce que fait notre administration. Ce PowerPoint, du coup, je vous l'envoie tout de suite. En tout cas, je vais essayer. Alors, hop, juste un petit instant. Vous allez me dire si vous le recevez. Tac. Voilà. Exo 2, on va l'appeler comme ça. Voilà. Je vous laisse le traiter, il est 11h26, vous avez la possibilité de me le rendre, là encore, avant midi. Si possible, peut-être des personnes qui n'ont pas encore répondu à quelque chose, hein, des personnes qui n'ont pas envoyé de préférence au moins 2 choses, au moins de petits exos. Peut-être des personnes qui n'ont soit jamais répondu ou qui n'ont renvoyé qu'un seul exercice. Le tout est que vous en renvoyiez au moins, je dirais 2, on va dire, chacun. Et en sachant qu'il y aura aussi donc la dernière séance début mai sur l'Europe, où il y aura également la possibilité de répondre à 1 ou 2 petites questions. Voilà. Ça vous laisse une petite demi-heure pour le faire, mais avant, il n'est pas tout à fait 11h30, 11h27, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous lancer directement, pour ceux qui le veulent, dans ce petit exercice, ou en tout cas parcourir les slides pour ceux qui n'ont pas forcément envie de rendre. Non, ça va, pas de questions, tout va bien, tout est clair. Si tout va bien, tant mieux. J'en suis ravi. Le chat reste ouvert jusqu'à midi. Eh bien, sur le slide, enfin sur le PowerPoint que vous avez reçu pour répondre à la question, il y a des questions en rouge sur le PowerPoint que je vous ai envoyé. Pas tous les slides, il y en a 2 ou 3. Le PowerPoint, je viens de l'envoyer, en fait. Vous l'avez pas reçu ? Certains ne l'ont peut-être pas reçu, mais si vous l'avez pas reçu, moi je l'ai reçu, en l'occurrence. Donc vous devez l'avoir. PowerPoint qui s'appelle Présentation 1, droit administratif. Dessus, vous avez donc, je répète, sur le slide 4, par exemple, il faut lire tout simplement en fait le lien. Bon, là-dessus, il n'y a rien à faire à part lire, rien à rendre. En revanche, sur le 6, il y a un petit tableau à compléter. C'est écrit dessus. Sur le 7, il y a une petite question où il vous est demandé en rouge de trouver d'autres exemples dans notre actualité de l'exercice du pouvoir par notre administration. Et sur le slide 9, il vous est demandé de rechercher les ressources du département et de la région. Voilà ce qu'il faut faire concrètement. C'est plus clair ? Parfait. Oui, c'est bon, Amandine, si vous avez envoyé hier soir, il n'y a pas de souci. Si on en a rendu plus de 2, c'est pas la peine de rendre. Ou éventuellement, il restera la dernière séance, effectivement, pour rendre éventuellement un 3e choix, si vous estimez être un petit peu light sur ce qui s'est passé auparavant. Mais pas la peine de rendre celui-là, si vous en avez déjà rendu au moins 2 et Laura, c'est pas la peine, effectivement.
Parfait, je laisse le chat ouvert si besoin, bien sûr, jusqu'à midi. Et vous laisse donc vous concentrer un petit peu sur ce PowerPoint. Pour ceux qui n'ont pas envie de rendre ou qui se contentent de lire et que donc, du coup je n'aurai pas forcément par chat, ainsi que pour les autres qui n'auraient pas de questions. Merci à vous de votre attention sur toute cette matinée un peu longue. Bonne fin de semaine à vous et bonnes vacances. On se retrouve début mai pour la dernière partie qui s'intitulera donc droit européen, en l'occurrence. Je rappelle que du coup, vous avez jusqu'à midi pour vous poser vos questions sur la suite. Ah, disons, vous n'avez rien reçu, pourtant c'est normalement sur Zimbra que vous avez dû l'avoir. Étonnant, étonnant. Ouais, tout à fait, Malik. Alors, pour Lison qui n'a rien reçu, comment ça se fait? Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Ah, merci. Merci Elise d'envoyer le lien, super.